Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation en plein air. Je m'appelle Claire et chaque semaine, je reçois ici un ou une pédagogue qui nous partage son expérience en matière d'éducation hors des murs. Famille, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Ces conversations ont pour but de transmettre et diffuser des pratiques diverses et variées qui tendent toutes vers un objectif, permettre aux enfants de passer un maximum de temps en extérieur et plus particulièrement au contact de la nature. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, à le partager autour de vous pour disséminer les graines de l'éducation en plein air. Et au passage, cela soutient mon travail et me fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Catherine, professeure des écoles en Alsace. Il y a 5 ans, Catherine s'est lancée dans l'aventure de l'école du dehors avec sa classe multiniveau du CE1 au CM2. Depuis, c'est au sein de la forêt communale que la classe s'installe tous les vendredis matins, quelle que soit la météo. Mais alors, comment s'est-elle lancée dans cette aventure ? Quelle pédagogie ? Quels outils ? Comment les enfants vivent ces moments d'apprentissage en forêt ? Catherine nous partage son expérience de la pédagogie par la nature à l'école et les enseignements qu'elle tire de sa pratique. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Catherine! Bonjour Claire! Bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie ? Alors moi je vis en Alsace, à 30 minutes de Strasbourg, à la campagne plutôt, et je suis enseignante en classe CE1, CE2, CM1, CM2. Et en plus je suis directrice de l'école aussi dans laquelle j'enseigne depuis maintenant 8 ans. Bon, tu vas nous préciser tout ça juste après, mais une question que j'aime bien poser pour démarrer, c'est de savoir quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant. Quels sont tes plus grands souvenirs ? Alors moi j'ai grandi en ville, dans la banlieue de Strasbourg, donc à une dizaine de minutes de Strasbourg. Et à part les jardins de mes grands-parents, j'avais pas beaucoup de nature en fait autour de moi, au sens de la forêt comme je peux le vivre aujourd'hui, hein. Mais ma grand-mère qui était bénévole dans une association de tourisme social, nous emmenait régulièrement, ma sœur et moi, dans le massif des Vosges, dans un coin qui s'appelle le Champ du Feu, pour des week-ends ou des vacances, très, très régulièrement. Et c'est un endroit où j'aimais beaucoup passer du temps dehors parce que justement, il y avait pas de on n'avait pas d'écran, c'était un peu la règle, hein, il y avait pas d'écran et puis comme il y avait beaucoup de monde qui passait dans ce refuge, hem, on avait toujours la possibilité de profiter de l'extérieur avec des gens, d'ici et d'ailleurs, même d'autres pays parfois et c'était vraiment des moments qui me sont restés, ancrée parce que je suis toujours dans cette association aujourd'hui et ce contact avec la nature, a vraiment été déterminant, je pense, dans ma vie d'enfant et aujourd'hui encore, d'adulte et puis d'enseignante et c'est un endroit dans lequel j'aime me ressourcer, que j'aime, partager aussi maintenant avec mes amis, avec, leur famille aussi et surtout, avec ma fille, à peu près tous les 2 mois, on passe un week-end, là-bas et quelques vacances et c'est vraiment un endroit, magique. Est-ce que tu veux bien partager ton parcours en tant qu'enseignante, depuis ta formation jusqu'à aujourd'hui ? Alors je suis enseignante depuis 17 ans, je crois et après plusieurs années alors en début de carrière, on est beaucoup, sur des postes provisoires, hein, donc par-ci par-là, de la maternelle au CM2 finalement, j'ai un peu enseigné dans tous les niveaux et il y a 8 ans, je suis arrivée dans cette petite école de village, une petite école à 2 classes. On a eu le plaisir d'ouvrir une 3e classe cette année en
en vue des effectifs qui étaient croissants. Et où j'avais au départ, quand je suis arrivée, j'avais une classe quintuple niveau, donc du CP au CM2, tous ensemble avec la direction, hein, toujours. C'était un peu la mission au départ. Et j'ai perdu, entre guillemets, les CP en raison des effectifs qui étaient trop importants pour accueillir 5 niveaux dans ma classe. Et donc, ça fait 6 ans que j'ai une classe quadruple niveau du CE1 au CM2. Et dans cette classe, depuis quelques années maintenant, j'utilise la pédagogie, enfin, je m'inspire de la pédagogie institutionnelle, la pédagogie Freinet. Et ça a vraiment créé quelque chose de fort entre les enfants de ces différents niveaux. Et une autre approche que tu as au quotidien, c'est la pédagogie par et à la nature, puisque tu fais classe dehors. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand déjà tu fais classe dehors et puis dans quel cadre tu le fais, c'est-à-dire le lieu, si c'est un lieu, si c'est dans l'école ou éloigné de l'école, et puis la fréquence des sorties, juste déjà au moins pour qu'on ait une idée de la manière dont ça s'intègre dans ton quotidien et dans le quotidien de ta classe. Oui, alors je fais classe dehors tous les vendredis matins, dans la forêt communale, donc à peu près 15 minutes à pied de l'école. On part tout de suite à 8h et on y est sur les coups de 8h15 effectivement. Et j'ai commencé en septembre 2019. Donc j'avais envie de proposer des activités gratuites, enrichissantes, qui sont juste à côté de chez nous en fait. Et c'était donc l'année avant les fermetures d'école au niveau du Covid, hein. C'était vraiment la rentrée juste avant. Donc je sais que beaucoup d'enseignants se sont lancés suite à ces conditions un peu particulières. Et nous, on l'avait déjà commencé avant. Et ce qui a rendu d'ailleurs un petit peu plus compliqué le confinement parce que les élèves disaient justement que ça leur manquait ces moments dehors et surtout de forêt tous ensemble, quoi. J'avais déjà lancé un projet PEJ avec un animateur de la LPO il y a quelques années et je m'étais rendu compte du potentiel énorme qu'il y avait au sein de notre village en fait. Et ce qui m'a vraiment fait commencer, c'est que j'ai assisté à une projection du film L'autre connexion. Je ne sais pas si tu connais ce film, ce documentaire. C'est ça qui m'a vraiment. Enfin, j'ai vu ce film et je suis sortie. J'ai dit, c'était à la Maison de la Nature de notre secteur, et je lui ai dit bon ben moi donc là c'était au mois d'avril, je crois, ou ouais avril il me semble, et je lui ai dit en septembre moi je débute, hein. Ça m'a tout de suite donné envie, je me suis tout de suite projetée dans l'environnement de mon école, en fait, et dans le public de mon école et dans ce que j'avais envie de mettre en place, et donc j'ai décidé que je commencerais à la rentrée suivante. J'ai prévenu les parents, alors ce que j'ai pas l'habitude de faire d'ailleurs, c'est que j'ai prévenu les parents, dès le mois de juillet. En général, je dévoile pas trop les projets que j'ai pour l'année d'après, et là, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de questions trop importantes au niveau logistique à partir du mois de septembre. Donc, je les avais prévenus un peu pour une question pratique, en fait, hein. Ça va être un peu bête, mais comme il y avait les soldes en juillet, je leur ai dit si jamais vous voulez profiter pour équiper vos enfants, sachez que on va aller en forêt à partir du mois de septembre, tous les vendredis. Et en dehors du film L'autre connexion qui, du coup, t'a beaucoup inspiré, quand tu t'es lancée, est-ce que tu t'es lancée comme ça en te disant: «Je verrai, sur le moment un peu à l'impro et ça viendra, voilà, à partir de septembre?» Ou est-ce que tu t'es appuyée, sur des outils particuliers, sur des livres? Parce qu'à ce moment-là, il y avait pas encore, de formation classe dehors. Là, maintenant, ça y est, au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, la littérature arrive, enfin, maintenant, il y a une littérature en France qu'il y avait pas il y a encore quelques années. Comment est-ce que tu t'y es prise pour, te lancer?
Alors j'ai eu de la chance en fait, maintenant que j'y pense, je viens de me rappeler que j'ai eu beaucoup de chance parce que comme j'en avais parlé tout de suite au président de la Maison de la Nature, de notre secteur, il y a eu juste après une formation qui a été donnée qui a été proposée par l'ARIENA. Alors l'ARIENA, c'est, une structure, une association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace. Donc c'est une association enfin, reconnue d'utilité publique en fait, et elle organisait justement, je crois dans les semaines qui ont suivi cette projection du film, une formation avec Sarah Vauquier. Donc j'ai eu la chance de passer une journée avec elle et d'autres enseignants qui étaient intéressés. La Maison de la Nature m'a tout de suite contactée quand ils ont su qu'il y avait cette opportunité. Et j'ai donc passé une journée avec plusieurs enseignants. Je crois qu'on était une quinzaine dans le SIN de Strasbourg, qui est juste à côté de Strasbourg. Et on a été formés, enfin on a passé, en fait on a vraiment expérimenté l'école dehors, des activités à l'extérieur avec Sarah Vauquier. Donc elle nous a présenté aussi son livre, hein, cette Bible, l'école à ciel ouvert, et on a pu expérimenter quelques petites activités. Et on a pu effectivement échanger avec elle, lui poser des questions, et ça a forcément, euh, disons, créé un enthousiasme et une sorte d'assurance un petit peu par rapport à ce qui pouvait être fait. Et alors du coup, tu dis que la forêt dans laquelle vous allez, c'est une forêt communale. Est-ce que c'est le cas depuis le début? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter comment ça s'est passé avec la commune? Est-ce que c'est toi, du coup, qui est allé les démarcher? Comment est-ce qu'ils ont accueilli ton projet? Comment est-ce qu'ils le soutiennent aujourd'hui? Alors, dès le départ, quand j'ai eu la chance de participer à cette formation, je suis allée voir le maire. Alors forcément dans une petite commune, hein, il y a moins de 1000 habitants dans la commune dans laquelle j'exerce. Les relations entre mairie et école sont assez régulières, hein. Donc je suis allée voir monsieur le maire et je lui ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir un terrain pas trop éloigné, en fait, déjà à l'orée de la forêt pour s'installer. Et il a tout de suite été d'accord. Il m'a signalé un endroit qui serait propice à l'installation de notre école en forêt. Et ensuite, je n'ai pas fait grand-chose d'autre, en fait. Je suis allée reconnaître les lieux, je suis allée vérifier qu'il y avait effectivement un endroit qui était suffisamment sécurisé et suffisamment, euh, comment dire, alors forcément non aménagé, hein, ça c'était une condition sine qua non, mais disons un endroit où on pouvait s'installer sans que ce soit compliqué, où il y ait par exemple un endroit sans arbres où on puisse s'installer pour qu'on puisse former une petite classe en forêt en cercle, etc. Ensuite, en fait, je n'ai rien voulu installer et je me suis laissée guider par les enfants. C'est-à-dire que quand on arrivait en forêt, dans les premières semaines, voire même les premiers mois, je crois, on était installés à même le sol. On s'installait en cercle dans ce que j'appelais la classe en forêt, qui est restée d'ailleurs au même endroit, mais on s'installait par terre. Et au fur et à mesure des séances, un élève a lancé ah, tiens, on pourrait peut-être avoir des assises, peut-être qu'on pourrait voir. Alors je leur ai dit bah oui, mais comment est-ce qu'on va faire? Donc on a écrit un courrier à la commune, on a formulé notre demande et on a demandé des petits rondins de bois pour pouvoir s'asseoir. Donc monsieur le maire a fait une belle lettre pour répondre, etc. Donc c'était intéressant parce que ça travaillait aussi des compétences épistolaires un peu, hein. Et on a donc obtenu ces rondins au bout de quelques semaines. Ils ont été installés et on les a toujours aujourd'hui. Et il faut dire que la commune est relativement fière, hein, de ce qui se fait dans cette école et dans cette école en forêt. Et ils trouvent que ce lien, cette connexion à la nature qu'offre l'école en forêt à ses petits concitoyens est quelque chose d'essentiel et d'important. Donc ils nous soutiennent beaucoup dans les projets. Et alors on n'a pas eu besoin de financement entre-temps, hein, parce que finalement c'est ce que je trouve formidable dans cette pédagogie par la nature, c'est que ça demande pas vraiment de gros investissements. Donc on n'a pas eu besoin de redemander
des financements, par exemple, à la commune pour le moment. Oui, et puis l'un des avantages d'être dans une forêt communale, c'est que c'est la commune qui l'entretient, parce que parmi les frais qu'on peut avoir quand on va dans un bois, si on est dans un bois privé par exemple, il y a pour mettre en sécurité le lieu, l'élagage des arbres, etc. Et là, le fait d'être dans un lieu public entretenu par la commune, tu t'allèges aussi de ça et ça facilite vraiment l'accès. Et c'est génial d'avoir une commune qui soutient à fond le projet. Complètement parce que, par ailleurs, du coup, comme je pratique l'école en forêt depuis quelques années maintenant, il y a plusieurs enseignants qui me contactent, pour avoir des petits conseils ou des choses comme ça ou un petit peu, dédramatiser le démarrage et c'est vrai qu'en échangeant avec des collègues, même, dans mon groupe, de pédagogie, Freinet, dont je fais partie, des collègues se sont lancés et j'entends leurs difficultés, à oui, à trouver déjà un endroit qui soit pas trop éloigné de l'école et puis surtout à, comme tu le disais, à avoir un cadre propice en fait à ce que tout le monde soit d'accord déjà, ce qui est pas toujours évident en fait. Je m'en rendais pas compte que j'avais tellement de chance d'avoir un lieu aussi pratique pour nous, mais aussi, comme tu le disais, tout ce qui est sécurité quoi. Et du coup, en dehors des rondins de bois qui ont été installés, il n'y a pas d'autres installations? La seule chose qu'on a encore installée, c'est on a mis des sangles autour de 4 arbres pour installer une bâche en cas de pluie un peu pareil, un élève un jour a dit, il pleuvait, hein, on y va par tous les temps et un élève me dit: «Oh maîtresse, ce serait quand même chouette si on avait, de quoi s'abriter». Je lui dis: «Ah bon, mais à quoi tu penses? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça?» «Ah ben, je ne sais pas, il faudrait peut-être tendre, quelque chose au-dessus de nous pour nous faire un abri». Et ni une ni deux, la semaine d'après, j'avais acheté les sangles, on avait installé, ce qu'il fallait et bon, il n'a pas plu pendant quelques semaines d'ailleurs. C'était assez drôle en fait. Mais on avait prévu cette installation pour accrocher, une bâche. En fait, pour moi, ce qui est important, heu, à transmettre aux enfants aussi, c'est que c'est pas chez nous. OK, c'est notre école en forêt, on s'installe, on y va toutes les semaines, c'est le même coin tout le temps, mais en fait, c'est la forêt, c'est un endroit sauvage, c'est pas, c'est pas quelque chose, sur lequel on va, installer quelque chose de trop pérenne non plus et trop, je sais pas comment dire, défiguré, c'est peut-être fort comme terme, mais je voulais vraiment que ça reste la nature, en fait. Mais tu as raison de le soulever, ça fait partie des apprentissages, des choses, à mon sens, qui sont importantes à transmettre et en pédagogie par la nature, c'est quelque chose, sur lequel on fait très attention. L'impact de notre présence sur les lieux, faire attention au piétinement, faire attention, si jamais il y a besoin d'élaguer des arbres, que ce soit quelques arbres, de délimiter des espaces, qu'on occupe. S'il y a des installations, qu'elles soient éphémères, qu'on puisse les retirer, même si, très clairement, certaines installations, quand ça fait des années qu'elles sont installées, même si on les retire, la forêt va mettre un peu de temps à se remettre. Mais tout ça, c'est des choses à étudier quand on s'installe sur un lieu et à transmettre du coup aux enfants, parce que c'est un endroit qu'on partage et c'est pas nous les premiers à être ici, c'est pas notre maison pour le coup. On vient chez quelqu'un, on vient chez des êtres vivants. C'est ça exactement. Je sais qu'il y a des enseignants qui installent des canapés forestiers ou qui font des grandes affiches, hein. Chacun, sa vision des choses. Je pense que tout est justifiable en fait, mais moi, dans ma vision des choses, j'ai vraiment voulu transmettre ça aux enfants. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter
comment se déroule une séance de classe dehors? Est-ce qu'il y a un déroulé type? Est-ce que tu as mis en place des rituels? Comment se passent les matinées du vendredi globalement? Alors, on part de l'école à 8 heures. 2 élèves se proposent en fait pour tirer la charrette, parce qu'on a une charrette à roulettes pour emmener du matériel, et notamment leurs gourdes aussi, parce que les élèves montent sans sac à dos. Et donc ils mettent leurs gourdes dans une charrette dans laquelle moi j'ai du matériel aussi. Alors ça dépend des semaines, j'emmène pas toujours la même chose. Et nous nous dirigeons donc vers notre école en forêt. Donc on a une belle côte à monter quand même. Heureusement, c'est sur l'allée, comme je dis souvent. Si ça avait été sur le retour, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et donc ça nous réchauffe aussi, par les températures qui descendent, c'est aussi agréable. Et on discute. Alors parfois, on cherche aussi à observer des éléments selon les semaines, ou selon les projets sur lesquels on est en train de travailler. Et parfois, c'est simplement une discussion entre élèves ou avec moi sur différents sujets. C'est aussi un moment un peu privilégié parce que les enfants se sentent plus libres de raconter des choses. Ensuite, en arrivant, alors il y a un moment d'arriver dans la forêt qui impressionne toujours les personnes qui nous accompagnent. Alors parce que, voilà, ça je te l'ai pas dit, c'est vrai, mais il y a eu plusieurs personnes qui sont venues s'intéresser à notre école en forêt. Alors à plusieurs reprises, il y a eu pendant l'école, enfin Covid un petit peu, il y a eu des journalistes qui sont venus nous voir. Donc on a fait la une des 2 quotidiens de la région là. Et il y a eu des conseillers pédagogiques aussi. Il y a eu des journalistes 2 fois même, je crois. Et on a même eu la visite de la rectrice et de l'inspecteur académique. Donc voilà, c'était impressionnant pour les enfants. Pour moi, n'en parlons pas. Et donc ce qu'ils ont tous remarqué et qui était assez fort pour moi, c'est que quand on arrive devant la forêt, en fait, quand on quitte le village, donc on est sur la petite rue, c'est pas une route, mais dans cette rue, et qu'on voit l'entrée de la forêt, c'est quelque chose que j'avais mis en place assez rapidement et qui s'est vraiment amplifié et qui a pris une signification assez forte. C'est que j'avais demandé aux élèves de faire moins de bruit à partir du moment où on quittait cette petite rue, parce qu'on entrait dans un territoire qui n'était pas le nôtre, qui n'était pas celui des humains normalement, qui était le territoire de la nature, et que par respect, et si on voulait aussi observer quelque chose, il fallait être discret. Donc à ce moment-là, les parents qui accompagnent sont toujours étonnés, et puis comme je te disais, les différentes personnes qui sont venues nous voir, eh bien ils sont surpris parce que les enfants se taisent d'un seul coup, comme ça, passer il n'y a pas de ligne au sol, mais passer cet endroit-là, ils se taisent, ils font silence en espérant voir des animaux. Donc à ce moment-là, on est en rang, un petit peu encore, et les enfants lèvent les bras. Alors c'est assez drôle de voir les parents quand ils accompagnent pour la première fois, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont, parce que des bras se lèvent comme ça de manière assez anarchique en fait. Et en fait, ils sont en train de regarder s'ils entendent, ou s'ils voient des oiseaux. Et donc, ils essayent de signaler aux autres, j'en ai entendu un par là, ou un par là. Et on observe vraiment cette ambiance de forêt. Et ensuite, on commente un petit peu, voilà, est-ce que l'aspect général de la forêt a changé depuis la semaine passée ou depuis avant les vacances, puisque quand il y a eu une pause de 3 semaines, c'est encore plus flagrant. Et on dit justement, est-ce qu'on a entendu ou vu autant d'oiseaux que d'habitude ou que la fois dernière? À votre avis, pourquoi? Enfin voilà, on discute un petit peu de cet aspect déjà avant même d'entrer dans cet espace particulier. Ensuite, on avance sur le petit chemin et on monte dans notre espace forêt. On quitte le chemin qui est emprunté par les promeneurs ou même certaines voitures qui vont un petit peu plus loin sur ce chemin. Et on entre dans notre espace école. Et là aussi, on a un petit rituel, c'est qu'il y a un arbre, un peu un arbre gardien comme ça de notre coin forêt, et il toque à cet arbre pour signaler à la forêt que nous sommes arrivés, que nous entrons.
Et ensuite, on s'installe dans notre espace classe, on rappelle les règles de l'école en forêt et on démarre la première activité. Alors après, il y a 2 ou 3 activités selon les semaines, selon ce qui s'est passé, selon le temps qu'ils ont pris pour faire telle ou telle activité. Et puis, forcément, entre ces activités, il y a aussi la fameuse récréation, hein, qui dure un tout petit peu plus longtemps quand même que dans la cour d'école, parce que c'est un moment tellement riche pour eux et pour moi aussi, de les observer, de les voir, les interactions qui se déroulent dans la classe en forêt, enfin dans la récréation en forêt sont assez impressionnantes en fait. C'est pas du tout la même ambiance que dans la cour bétonnée, hein, de l'école. Et donc on refait encore une activité souvent après la récréation. Et là, on a nos 2 rituels qui sont les incontournables et que les enfants réclament, hein. Là, il y a 2 semaines, quand on était la dernière fois en forêt, on n'a pas pu faire un des rituels. J'ai reçu des regards noirs de certains élèves qui m'ont fait bien comprendre que j'avais pas respecté le déroulement habituel, quoi. Et donc ces 2 rituels, c'est ce qu'on a appelé chacun dans son coin. Donc c'est ce qui est appelé souvent sit spot dans les écoles du dehors. Donc où chacun se retrouve dans le coin qu'il a choisi en début d'année, dans le calme la plupart du temps. Et puis le dernier rituel, c'est le bilan de la matinée, où chacun dit ce qu'il a préféré dans la matinée. En déposant un bâton, on essaye de faire une sorte de petit tipi, en fait, les bâtons les uns sur les autres qui tiennent droit. Ça forme un petit tipi, et où chacun dit ce qu'il a préféré dans cette matinée en forêt. Est-ce que ces moments chacun pour soi, c'est quelque chose que tu as mis en place dès le début ou pas ? Oui, alors ça, c'était vraiment la chose que j'ai mise. Enfin, je crois que tout a été plus ou moins mis en place dès le départ. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et ce moment-là, vraiment, dès le départ, je l'ai mis en place. En chaque début d'année, je suis assez exigeante sur le fait de se trouver un espace dans lequel on se sente bien. Alors, on a le droit de changer les premières fois parce que tel ou tel copain s'est installé un peu trop près et qu'on n'a vraiment pas envie d'être perturbé par ça, ou voilà. Donc, au début de l'année, je laisse. Mais le point d'honneur, c'est vraiment d'être au calme. On peut discuter avec son voisin d'à côté, mais il faut vraiment que tout le monde puisse être au calme dans son coin. Et c'est le rituel. Alors au départ, j'étais assez sceptique. Je me suis dit bon, je les oblige entre guillemets à rester tranquilles dans un coin. Je pense pas que ça leur plaise des masses, quoi. Et au final, dès les premières semaines, dans ce moment justement de bilan de fin de matinée où chacun dit ce qu'il a préféré, eh bien c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Et comme je te disais, là il y a 2 semaines, quand j'ai dû, voilà, ils étaient à fond dans leur dernière activité de matinée. Du coup, j'ai pas eu cœur de les couper, et j'ai dit bon, tant pis, on fera pas le chacun dans son coin ce matin. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas fait, quoi. On s'est passé, mais certains m'en ont voulu un petit peu, quoi. Et est-ce qu'ils ont déjà verbalisé ce qu'ils vivaient pendant ce moment ? Est-ce qu'ils t'ont déjà partagé ça ? Alors justement, en retour de ce coin, j'ai instauré aussi un petit rituel. C'est qu'on s'installe sur nos rondins, et je donne une consigne chaque semaine un peu différente. Alors parfois c'est libre, parfois c'est une consigne assez dirigée où je commence une phrase, je donne une amorce en fait de phrase, et chacun reprend cette phrase et dit ce que lui il a pensé. Il complète la phrase en fait, il complète l'amorce. Et c'est hyper riche parce que certains vont répéter ce que l'autre copain a dit. Forcément, c'est quelque chose qui est naturel. Mais il y a aussi des choses très poétiques ou très personnelles qui sont dites à ce moment-là. Donc, ils verbalisent des choses assez fortes par rapport à un lien qui s'est créé avec la nature. Parfois, ils personnifient les éléments de la forêt. Parfois, ils partent même dans de l'imagination, comme moi, j'en distille un petit peu de temps en temps avec des activités où on pourrait se dire des enfants de 10 ans vont pas du tout me croire sur un petit lutin qui serait passé par là ou quoi que ce soit. Et si, en fait, ils utilisent aussi ces canaux-là
Et voilà, il y en a qui disent que ça les a calmés, ou il y en a qui disent que ça les a énervés ce matin parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire ça et qu'ils n'étaient pas vraiment dans le bon état d'esprit. Enfin voilà, ils verbalisent vraiment très personnellement et ils utilisent ces amorces que j'utilise, que je lance en fait de manière assez naturelle et se les approprient. Pour revenir à ce qui se passe, tu parlais de la récréation en forêt. Qu'est-ce que tu observes en fait de différent par rapport à la récréation dans la cour de l'école, dans l'attitude, dans les jeux des enfants? Est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu plus concrets? Alors, d'ordinaire, ils sont très, très, très occupés à la construction de leur cabane, à leur amélioration de cabane, à leur aménagement. Donc, dans les premières cabanes, on était étonnés de voir des machines à café, des salles de réunion, hein. Ça va assez loin quand même. Et, euh, et là, l'année dernière, ils ont ramené des jardinières parfois, où ils ont ramené des petites plantes pour décorer leur entrée de cabane. Ou alors ils aménagent des comment dire des jardins un petit peu comme ça. Alors ils plantent rien, hein, mais ils se font un espace paysager un petit peu comme ça, mais qui reste tout à fait naturel parce qu'ils utilisent les éléments qui sont autour. Euh, et puis ce que j'observe surtout, c'est qu'ils construisent des choses ensemble. Alors que ce soit des histoires ou des cabanes, hein, mais ils construisent. Ils se contentent pas de faire des jeux d'imitation ou des jeux à règles, un petit peu comme ils font dans la cour de récré. Hein. Finalement, dans la cour de récréation de l'école, eh bien, ils prennent un ballon et ils font un ballon prisonnier ou une partie de foot. Hein, voilà. Et là, vraiment, ils construisent de A à Z ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, je trouve ça formidable parce que du coup, ils construisent des relations aussi entre eux qui, qui ne qu'ils n'ont pas la possibilité de créer sur des jeux à règles comme ça. Et ça crée, je trouve, dès les premières années, j'ai remarqué ça, ça crée des relations particulières entre des élèves qui ne sont pas forcément complices au niveau de l'école. Mais ils vont se voir différemment déjà entre eux et ils vont, en fait, comment expliquer ça? Ils vont prendre en exemple, par exemple, un élève qui aura fait telle ou telle chose avec eux dans la cabane et ça va devenir un petit peu l'exemple à suivre ou l'image à admirer et imiter. Et ça, je l'avais jamais observé dans d'autres récréations. Quand ils sont dans des moments comme ça de jeu libre, est-ce que les enfants ont une tendance à prendre des risques? Est-ce que, tu vois, le rapport au risque dans la forêt, parce que ça fait partie des peurs qu'il y a parfois. Les familles ont ces peurs, les enseignants ont ces peurs. Quelles attitudes, toi, tu as pu observer là, après 4 ans de pratique par rapport à ça? Et peut-être aussi le cadre, toi, que tu poses, quelles sont les choses qui sont autorisées et d'autres sur lesquelles tu poses des limites? Alors, tu utilises une des règles là dans ta question, c'est que en fait, il y a une des règles qui s'appelle limite. Et donc limite, c'est les endroits à pas dépasser. En fait, c'est le cadre spatial dans lequel il faut continuer à évoluer. Donc ça déjà, voilà. Franchement, je n'ai jamais, je touche du bois, jamais eu de soucis au niveau de ce respect des limites. Et il y a, aucun enfant n'a jamais pris de risque
dans l'école en forêt. Alors j'entends bien que c'est une des premières craintes des enseignants et des parents, mais vraiment pour l'expérimenter maintenant pour la 5e année, ou alors j'ai eu vraiment beaucoup de chance, hein, je ne sais pas, mais il n'y a aucun enfant qui ne s'est mis en danger. Il y a une deuxième règle qui est respect, donc c'est de toujours respecter l'autre déjà comme à l'école, hein, mais aussi dans le fait de respecter ce qu'il a envie de faire. S'il n'a pas envie de faire ce que je voulais qu'on fasse par rapport à la construction ou le jeu qu'on était en train de faire, eh bien voilà, c'est comme ça et je laisse chacun choisir. Et il y a une petite règle de sécurité qui ne fait pas partie de nos 5 incontournables, hein, mais que les enfants connaissent maintenant, c'est que si on veut monter dans un arbre, on a le droit. Seulement, il ne faut pas dépasser la taille d'un adulte, en fait. Je leur explique que une chute pourrait être vraiment douloureuse si on est à partir d'une certaine hauteur. Et donc, on avait déterminé que si moi, j'arrivais à être au niveau de leurs pieds, c'était OK. Et vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec l'inspecteur qui était venu visiter en demandant si j'avais pas eu trop de blessures. Et en fait, je lui expliquais qu'on avait vraiment, vraiment beaucoup moins de blessures que dans une cour, bétonnée, quoi. Enfin, que le sol se prêtait vraiment aux chutes et que même les enfants s'en amusaient, hein, parfois, et que on n'a jamais eu de grosses blessures à soigner. Et c'est sûr que les tapis de feuilles, c'est quand même plus confortable que le bitume, quoi. Ça fait moins mal. Carrément, carrément. Je souris en t'écoutant parce que la semaine dernière, pendant l'un des ateliers que j'anime en forêt, j'ai pour la première fois ouvert la trousse à pharmacie parce que je me suis coupée avec un couteau en l'utilisant. J'ai été trop rapide dans mes gestes et j'ai souri parce que je me suis dit: «C'est dingue, j'ai jamais ouvert la trousse à pharmacie et là, c'est pour moi, en fait, que je l'ouvre pour une petite coupure» et c'était vraiment juste parce que ça me gênait qu'il y ait du sang. Mais c'est pareil, quoi. Les enfants, même en manipulant des outils qui, pour un grand nombre d'adultes, sont considérés comme étant vraiment dangereux et qui, oui, peuvent l'être. La preuve, on peut se couper, mais qui, dans un cadre comme ça, à partir du moment où justement ces règles-là sont posées, puis les enfants ne vont pas volontairement aller se faire mal et comme tu disais, en fait, il y a un rapport les uns aux autres qui est vraiment particulier dans ces environnements où on fait attention aux autres. Là où dans une cour de récré, ils ont tendance à se bousculer facilement, à courir à fond sans faire attention aux autres. Là, il y a quand même, si on prend l'exemple des bâtons, il n'y a pas d'enfants. Alors peut-être les premières séances, moi j'ai pu l'observer chez les plus jeunes notamment, qui font des grands gestes et qui se rendent pas compte qu'ils peuvent blesser un camarade qui passe à côté. Mais ça se dit une fois et puis après c'est bon, ils font attention et au contraire, le fait qu'il y ait de l'espace et qu'ils soient dans un environnement hyper inspirant où ils peuvent aller vivre plein d'autres choses que de rester les uns collés aux autres et puis à se chamailler un peu ou ce genre de choses, ça leur fait vivre d'autres choses et ça, voilà, en fait, les situations problématiques qu'on peut trouver dans des espaces plus clos, elles y sont pas, quoi. Mais d'ailleurs, on avait souri parce que je disais que si on avait des cours comme ça dans toutes les écoles, on aurait un budget pansement qui serait nettement moindre, quoi. Avec l'expérience que tu as maintenant, est-ce que pour toi, il y a des matières qui se prêtent particulièrement à la classe dehors ? Alors, évidemment, on pense d'abord aux sciences, hein, parce que l'endroit s'y prête incroyablement bien. Il y a tellement de sources d'interrogations et de découvertes juste devant nous. Mais en fait, on a déjà travaillé dans toutes les matières en classe dehors, là, en 4 ans et demi maintenant. Alors moi, ce que j'ai surtout développé dans ma pratique de classe dehors, ce sont les activités d'expression orale. Parce que, en fait, je me rends compte maintenant avec le recul que c'est quelque chose que je faisais très très peu en salle de classe. Et que là, eh bien, tout ce qui est
comment on va dire, l'isolation phonique en fait, ou le cadre phonique de la forêt, eh bien, tu te sens tellement moins oppressé par le bruit ou par le besoin de leur demander de faire moins fort ou de faire silence pendant que les autres parlent, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'impose. Et en fait, du coup, les élèves ont vraiment progressé dans ce domaine et ils sont de plus en plus à l'aise. Ça se ressent du coup dans tous les domaines après, même en classe. Ils s'écoutent beaucoup mieux. Enfin, ça a vraiment été quelque chose d'enrichissant dans ma pratique. Alors, ça va prendre différentes comment dire, différentes formes, hein. Ça va être aussi bien des moments d'impro. Parfois, je leur lance une phrase, je leur dis voilà, vous avez 2 minutes pour discuter rapidement de qui vous êtes, de ce que vous faites, mais voilà, vous allez travailler sur ce thème-là et préparer une petite scénette. Parfois, c'est justement une préparation de scénette un peu plus travaillée sur un thème ou sur une consigne. Et mais ça va être aussi après sur les activités de création en fait, de création artistique ou littéraire, hein, qui vont du coup verbaliser et devoir présenter et euh, et oui, et se mettre d'accord comment le présenter, qui est-ce qui parle, etc. Et ce côté-là de présentation, de prendre la parole devant les autres, c'est vraiment quelque chose qui est systématique dans les activités et même ils me le réclament maintenant, hein, quand on fait une œuvre enfin artistique en fait, quand ils sont en groupe, ils disent on peut le présenter, on peut lui inventer une histoire ou voilà, c'est vraiment quelque chose qui est devenu important pour eux parce que juste présenter leur travail visuel, ça suffit pas quoi. Il faut vraiment qu'ils puissent expliquer. Et on fait aussi beaucoup d'activités d'écriture en forêt, ça c'est chouette aussi parce que pareil, après ils doivent le mettre en voix. Euh, c'est très pratique en fait ce côté qui est pas de mur et et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et c'est quelque chose aussi d'ailleurs. C'est marrant, ça me revient maintenant, quand des journalistes étaient venus nous voir, le photographe s'était déplacé assez discrètement dans la forêt pour aller voir les enfants qui étaient en train de préparer leur travail en fait, hein. Ils étaient en petits groupes et ils devaient, je ne sais même plus quelle était la consigne, enfin bref. Et le photographe revient me voir et me dit j'en reviens pas en fait. Je suis allée là-bas tout au bout. Vous voyez la cabane qui est là-bas au bout? Je dis oui oui je vois. Et ben ils étaient en train de bosser quoi. Je lui dis ben oui pourquoi? Elle me dit bah je sais pas, ils sont tellement loin de vous là, on pourrait s'imaginer qu'ils pourraient faire complètement autre chose en fait. Et je lui dis ah ben non non mais il me dit mais c'est toujours comme ça. J'ai dit ah oui bien sûr ils sont effectivement à quelques centaines de mètres de moi mais ils travaillent. Il me dit mais alors ça je crois que moi enfant jamais j'aurais travaillé aussi loin de la maîtresse quoi. Et sur ce je lui explique en fait. Je lui dis mais vous savez à la fin ils vont devoir présenter hein. Donc peut-être que la première fois ils se sont dit bon bah si on fait rien c'est pas grave ça se verra pas. Mais quand ils ont dû présenter le travail aux autres, eh bien, c'était pas le même refrain, quoi. Ils se sont sentis un peu bêtes. Donc, comme ils ont pas envie de ça, c'est des enfants, ils ont envie de montrer aux autres ce qu'ils ont fait, ils ont envie de, voilà, d'être performants ou même créatifs, hein. Et du coup, ils travaillent même quand ils sont aussi loin, aussi longtemps, etc., quoi. Et c'est vrai que c'est impressionnant à voir moi je circule souvent de groupe en groupe et ils sont toujours très affairés, quoi. Et donc, effectivement, comme je te disais, les matières, je me suis jamais limitée en fait. Nous, on apprend l'allemand, hein. En Alsace, la langue à étudier, c'est l'allemand. Donc, j'ai déjà fait de l'allemand, j'ai déjà fait des maths. Alors, de l'histoire, pas encore, c'est vrai. Ça, j'ai pas fait dehors parce que comme j'ai un multiniveau, on fait pas tous la même chose en histoire, par exemple. Donc, voilà. Mais j'ai fait de la poésie, j'ai fait de la lecture, j'ai fait de la littérature. Euh, Vraiment du sport, forcément, ça aussi on en fait souvent, et puis des activités artistiques. Alors ce que j'aime bien dire aussi à certains parents, c'est que c'est chouette quand on fait les activités artistiques, j'ai jamais de pinceau à nettoyer quoi. Les enfants, eux, en dehors du plaisir de construire des cabanes, est-ce qu'il y a des activités ou des thèmes qui leur plaisent particulièrement ou en tout cas qu'ils ont tendance à te réclamer souvent ou tu vois de manière récurrente année après année? Ah bah, chaque saison, on a le droit au bonhomme de saison, hein. Ça, c'est un
une activité que j'ai proposée chaque année, à chaque saison. Ils me le réclament. D'ailleurs, quand on a changé de saison, ils me disaient jamais, maîtresse, ça fait 2 semaines quand même qu'on est en automne. Tu n'aurais pas oublié un truc? Donc voilà, en général, j'essaye de, je sais pas, je vise en fonction de mes envies aussi parce que je prépare toujours mes sorties juste la veille en général pour pouvoir vraiment rebondir sur ce qu'on a fait dans la semaine ou ce qu'on a observé au niveau de la météo aussi, hein, que je puisse savoir un petit peu ce que je peux proposer comme activité, ce qui sera faisable ou pas. Et donc voilà, il y a des fois on a passé 3 semaines, 4 semaines la date de la saison et les élèves me disent bon, il faudrait peut-être penser à faire notre bonhomme de saison. Donc ça, c'est vraiment l'incontournable. On en fait 4 par an et alors, enfin, j'adore photographier parce que ils sont mais créatifs. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire, quoi. Ils ont rien à envier à des grands artistes de land art parce que ils ont toujours des super idées. Alors l'année dernière pour l'été, on avait une magnifique tahitienne qui avait un joli collier, une planche de surf. Enfin, incroyable. Ils font des détails en plus. Alors, il y a eu la période des crop tops aussi. Donc, on a eu les petites dames printemps ou été qui avaient leurs petits crop tops fleuris. Enfin, c'est assez incroyable comme ils investissent cette activité. Alors, ils apprécient aussi beaucoup tout ce qui est expression corporelle ou les activités de motricité, hein, tout ce qui est faire des parcours, etc. Ça, ils adorent aussi. En plus, les possibilités sont nombreuses, hein. Et alors à l'automne, là ils m'ont déjà réclamé 2 fois. Il va falloir que je le fasse, mais enfin, je pense que c'est un peu partout pareil en ce moment. Il y a beaucoup de pluie, donc on n'a pas pu le faire encore, mais ils adorent faire le saut en longueur, puisque j'installe un tas de feuilles. Alors ça, vraiment, même moi, j'ai envie de. Alors des fois, ils m'encouragent, donc je le fais. Mais c'est tellement, c'est vrai que c'est grisant en fait, hein, de sauter dans ce tas de feuilles. On sait qu'on va pas se faire mal. En plus, c'est joli quand ils sautent, franchement. Même pour moi, c'est un régal de les observer. Et puis bon, on mesure quand même. Donc on travaille aussi sur la longueur sur laquelle ils ont réussi à sauter, sur la technique aussi, parce que la main qui est posée derrière, etc. Donc et ça, oui, ça fait déjà 2 semaines qu'ils me le réclament, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça donne très envie quand on les voit faire. Moi aussi, à chaque fois, ça me démange et j'y vais, hein. Il y a un moment, il faut aussi se faire plaisir. Donc, il faut sauter dans ce tas de feuilles. C'est hyper agréable la sensation. Après 5 ans d'expérience d'école dehors, tu es sur ta 5e année. Est-ce que tu as noté des évolutions dans ta pratique, dans ton approche? Entre voilà le moment où tu t'es lancée et aujourd'hui? Alors, forcément, j'ai déjà un peu plus d'expérience et de connaissances, du coup, naturaliste, hein, donc je suis un petit peu plus à l'aise lorsque les enfants découvrent quelque chose ou ont des questions. Et puis, j'ai aussi réussi à rassembler davantage de ressources pour les faire chercher, parce que j'essaye toujours, même quand je connais la réponse, hein, on est enseignant, on sait un peu mener nos élèves sur ce genre de recherche. Donc, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, mais tu penses, alors on prend les guides. Alors, vraiment, les guides de la salamandre sont des pépites, hein. On y trouve tellement d'outils pour identifier des éléments naturels qu'on a trouvés. Et puis, je dirais que ma pratique, j'ai un peu moins besoin d'accompagnateur aussi. Avant, les premières années, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il me fallait un parent pour sortir à chaque fois. Là, je suis un peu plus souple. Disons que quand il y a personne, j'adapte mes activités. En fait, je sais que je n'aurai pas un deuxième adulte pour mener l'activité ou répondre aux questions ou relancer les élèves. Mais comme ils sont très autonomes et ils respectent les règles vraiment, et en plus ils les transmettent aux plus jeunes, hein, c'est le grand avantage d'une classe multiniveau, c'est que quand on a les enfants 4 ans d'affilée, il y a un seul petit nombre d'élèves qui intègrent la classe chaque année et qui sont un petit peu menés par les autres et qui deviennent rapidement autonomes. Donc ça, je le fais moins. Bon, alors cette année, en plus, comme on a eu la chance d'ouvrir une 3e classe et que ma collègue était motivée par l'école du dehors, on est 2 classes maintenant à se déplacer. Mais on fait quand même chacun de notre côté. Et donc, quand il y a des parents, je les laisse aller avec les plus jeunes parce que les élèves, ce sont les élèves de grande section CP. Donc voilà. Et finalement, c'est surtout le côté à l'aise. Et puis du coup, je me permets aussi de démarrer des petits projets. Alors on a fait l'année dernière pour la semaine du goût, on avait fait
une matinée de cuisine en forêt. Donc voilà, donc ça, comme ils connaissent les lieux, que je les connais bien aussi, les lieux et les enfants, hein, voilà, je me sens plus à l'aise pour faire davantage de choses et me permettre plus de liberté. Alors, je suppose que tu as plein de super souvenirs vécus dans cette forêt, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui te vient à l'esprit là et que tu aimerais partager? C'est difficile de choisir, hein. Alors, il y en a un qui était très fort, c'était cette matinée justement, cette matinée de cuisine dehors. Alors, on est parti à la découverte avec une animatrice qui a une association dans les environs, hein. Le jardin de Gribouille, on est parti avec elle à la découverte et à la cueillette des plantes sauvages qui étaient juste autour de notre coin forêt. Et on a passé un long moment par petits groupes à cuisiner différentes recettes. Et on a fait un magnifique buffet coloré, c'était vraiment génial. Et on a déjeuné tous ensemble. Alors on avait fait un feu, on a même fait des galettes de pommes de terre sur une poêle sur le feu. Et on a chacun réalisé notre petite assiette avec ce qu'on avait envie de goûter, etc. Et qui avait été préparée par les enfants. Alors là, la fierté de les voir, pour certains pour la première fois, je pense, hein, cuisiner aussi, et déguster un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et puis le deuxième souvenir assez drôle, je me permets d'en rajouter un, c'est quand l'inspecteur d'académie est arrivé en costume, cravate et petites chaussures. Mes élèves étaient effarés, mais mince, il va se salir, qu'est-ce que... Mais maîtresse, tu te rends compte? Et là, j'étais à la fois gênée parce que bah voilà, forcément, t'es pas trop à l'aise, et en même temps, ça m'a complètement détendue parce que je me suis dit, ils sont tellement spontanés, tellement sans filtre, ils se sont inquiétés. Alors quand je l'ai dit à Monsieur l'inspecteur, il m'a dit oui, mais j'avais une réunion après, j'avais pas trop le choix. Mais c'était voilà, c'était ce moment un petit peu où les enfants en plus ils avaient l'impression de rencontrer une célébrité, quoi. Donc c'était drôle. Et en même temps, ils s'inquiétaient qu'ils puissent se salir et que voilà, qu'il était venu les voir dans leur espace classe, mais qu'en fait, voilà, il était pas trop dans la tenue qu'il fallait, quoi. C'était amusant. Et est-ce que, à l'inverse, tu as un souvenir moins agréable qui a été difficile et Franchement, j'en ai pas trouvé. Et là, je cherche encore et franchement, je n'en vois pas. Alors, il y a eu un jour où j'étais pas très en forme et je me suis dit bon, allez, on y va quand même. Voilà, je vais pas annuler. Et si je viens pas, etc. Le remplaçant ira peut-être pas. Ils sont tous équipés. Enfin bref, j'y suis allée et en fait, je me suis sentie mieux assez rapidement, quoi. J'étais pas super en forme, hein, je vais pas mentir, mais rien que le fait d'être dehors et d'être avec eux et de les voir s'éclater comme ils s'éclataient dans les activités, qui sont pas toujours de leur goût, hein, en plus, mais ouais, c'est passé. Franchement, j'étais beaucoup mieux à midi et voilà, donc un souvenir pas très agréable qui est devenu finalement quelque chose d'assez fort aussi pour moi, de me rendre compte que ce moment-là est vraiment indispensable. ouais, c'est difficile de s'en passer après quand on s'habitue à sortir comme ça de manière très régulière. Et puis oui, quand on sort à chaque fois de la forêt et qu'on en est ressourcé, en fait, même les matins où la motivation est moyennement là, bah on y va parce qu'on sait que ça fera du bien à tout le monde. C'est ça, exactement. Bah, j'étais un peu fâchée, hein, vendredi dernier, j'ai annulé en dernière minute. Le matin à 7 heures, hein, j'ai envoyé un message aux parents pour dire que finalement, la météo prévoyait beaucoup d'eau pendant 2 heures, donc j'étais pas très sereine et j'avais pas envie qu'on soit tous trempés complètement en forêt. Et du coup, j'étais super fâchée toute la matinée parce qu'en fait, il a pas plu tant que ça. Et voilà. Et c'était pas seulement parce que j'avais préparé ma matinée et que voilà, c'était vraiment parce que c'est un moment qu'on apprécie tous et qui nous est vraiment indispensable, quoi. Enfin, ça nous a manqué là cette semaine, quoi. Alors on arrive au bout de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aimerais transmettre quelque chose à une personne, à un enseignant, une enseignante qui envisage d'amener sa classe en forêt?
Alors pour se lancer, moi j'ai déjà envie de leur dire, il faut rester curieux en fait et il faut surtout pas se mettre, des barrières sur ses connaissances parce que déjà on en sait un peu plus qu'on le croit, souvent. Ensuite, comme on le dit souvent à nos élèves, on n'est pas des encyclopédies, donc les réponses se trouvent. On a des ressources autour de nous pour trouver les réponses. Donc surtout, surtout ne pas se mettre en tête qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas faire la différence entre deux feuilles ou entre deux plantes. Vraiment, je trouve que ce serait dommage de s'arrêter à ça. Et ensuite, voilà, de prévoir 2-3 activités sur la matinée, de piocher un peu à droite à gauche. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages hein, sur le sujet, donc se laisser porter par ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Vraiment, il faut pas calquer un comportement parce qu'on l'a vu, etc. Il faut vraiment s'approprier les choses et se laisser quand même porter par les idées et les trouvailles des enfants. Alors, soit pour la matinée en cours, hein, parfois on arrive à rebondir et proposer autre chose directement, ou même pour la séance suivante, se noter un petit peu euh, que ça les avait intéressés et qu'on pourrait peut-être faire une activité là-dessus la fois d'après. Donc vraiment rester curieux, ne pas rester figé et puis prendre du plaisir parce que comme tu le dis toujours, vraiment il faut kiffer l'instant et même si on a des objectifs importants, etc., et qu'il faut les garder à l'esprit, hein, c'est vraiment le côté plaisir qui fait que qu'on a envie d'y retourner chaque semaine. Oui, une chose est sûre, c'est que ça doit pas être une corvée de sortir, parce que sinon ça n'aura pas de sens et en plus les enfants le sentiront. Donc il faut qu'il y ait ce plaisir-là, c'est important. J'ai tendance des fois à dire que c'est un peu comme la lecture. On dit que le goût de la lecture vient en lisant. Et ben passer du temps, c'est pareil. Passer du temps dehors, pardon, c'est pareil. Euh, Quand on n'est pas habitué, ça peut être difficile. L'été, en général, c'est facile, mais sur les autres saisons, ça l'est moins, encore plus quand il fait froid et humide. Mais voilà, petit à petit, commencer par des séances courtes et puis allonger éventuellement. Et comme tu le dis, ne pas se mettre trop de pression, ne pas se mettre trop d'objectifs et se laisser porter déjà par les saisons, parce qu'on se rend compte aussi que la nature, elle offre beaucoup de matière qu'on soupçonne pas forcément tant qu'on n'est pas en contact régulier avec elle. Et puis les enfants, les enfants ont des idées, ont mille idées à l'heure et eux sont très très inspirés. Donc de les écouter, ça apporte plein d'idées. Et ce que tu disais, c'est tout à fait juste, c'est que ça m'avait marqué. Une fois, on a fait un moment de cuisine, alors pas de cuisine, de découverte des plantes en forêt. Avec une animatrice aussi, avec deux animatrices d'ailleurs. C'était sur la reconnaissance des plantes sauvages et aussi avec des idées de recettes, etc. Et une des deux animatrices, alors il pleuvait ce matin-là malheureusement, et a répété plusieurs fois oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible, on aurait peut-être dû rester à l'école, on aurait peut-être pu faire ça sous le préau parce que là, oh là là, mais on est mouillé. Enfin, elle s'est plainte à plusieurs reprises et en fait, mes élèves se sont plaints aussi, alors que d'habitude, jamais, jamais ils ne se plaignaient. Et comme tu le dis, en fait, hein, c'est une question d'habitude et une question d'état d'esprit. En fait, si tu leur montres pas que bah, c'est désagréable, enfin, alors voilà, ils vont lui dire forcément que c'est désagréable à un moment ou à un autre, mais jamais, enfin, moi, très rarement, ils s'en plaignent, quoi. Ils apprécient tellement d'être dehors, et puis qu'on les laisse jouer dehors sous la pluie, c'est quand même assez insolite pour eux, quoi. Et, et oui, je pense que je me suis vraiment rendu compte ce jour-là que l'état d'esprit dans lequel toi tu sors euh, infuse un petit peu, hein, contamine ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais les élèves. Donc si, comme tu dis, tu y vas avec envie, bah, cette envie, elle se transmet et je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie quand on fait école en forêt. Donc on retient du plaisir, de la spontanéité et puis un certain lâcher-prise. Oui, exactement. Mais ça, c'est pas évident hein, quand on est enseignant et qu'on a l'habitude de maîtriser l'espace, etc. Euh, non, c'est pas évident, mais ça fait tellement de bien. Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, Catherine, un grand, grand merci pour ce moment. C'était très chouette de t'entendre partager cette belle expérience que tu as maintenant, parce que 5e année, ça y est, tu as de l'expérience derrière
Et je suis curieuse d'ailleurs j'aimerais bien lire les articles qui sont sortis dans les journaux, si t'as un extrait, voir comment les journalistes l'ont transmis. Ça peut être chouette d'avoir ce regard-là. Merci à toi pour ce moment. Ce qui porte surtout quand on fait ce genre de choses, c'est que tous les enfants aient cette chance de connaître aussi bien la nature partout. Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, sortir, ça ne doit être que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.